On est ravis d'accueillir notre invité ce matin, qui est l'un des auteurs les plus lus en France, l'homme aux 35 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Bernard Werber, bonjour. Je vous présente bien, hein, vous avez vu, vous êtes bien accueilli. Vous venez nous parler de votre dernier livre, La valse des âmes. Mais c'est vrai que j'aurais pu vous présenter comme l'auteur des Fourmis. On vous en parle sûrement sans arrêt. Vous êtes indissociable de cette trilogie qui a connu un immense succès. Le premier tome a été publié en 91. C'était quand même il y a déjà 33 ans. Désolé, c'est vrai que ça nous fait un petit coup de vieux. C'est une fierté, ça d'ailleurs, ou c'est devenu un peu un boulet? C'est une fierté totale. Puis je remercie les fourmis, si elles m'entendent, si elles regardent votre émission, pour tout ce qu'elles m'ont apporté. Je suis conscient de ce que je dois et à qui je dois aussi à mon éditeur. Oui. Il a vraiment bien joué la partie. Et donc aux petites fourmis, en effet. Vous naviguez toujours un peu entre la science-fiction, la philosophie. Comment vous vous définissez, vous, comme auteur? Si on devait vous définir, vous êtes le mieux placé pour le dire. J'aime bien le terme de conteur, de se reconnecter à cet homme préhistorique au coin du feu qui commençait à raconter des histoires de chasse, des ancêtres. Homère qui était aveugle, donc qui n'a rien écrit, était un conteur. Et j'aime bien cette idée de conteur au coin du feu. D'ailleurs, c'est vrai que vos livres sont toujours très documentés, en fait, entre la fiction, la réalité, avec toujours une touche d'histoire. Dans ce livre, d'ailleurs, vous renvoyez souvent un autre de vos livres qu'on a ici aussi, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Est-ce que ça, c'est votre passé de journaliste qui vous y oblige? Parce que vous l'avez été journaliste, d'ailleurs, on le précise. On a tous un passé honteux. Mais on va tout alors, finalement, on va pas bien. Nous, on n'est pas bien reçus. On vous a bien reçus, on va pas. Il y a des journalistes très bien. C'est mieux. Non, mais journaliste, on peut pas. Comment dire? On est limité par le réel. Et écrivain, on n'est plus limité par le réel. Voilà le grand avantage. Ce que m'a fourni le journalisme, c'est le goût pour la documentation. Oui. Aller sur le terrain, aller voir les laboratoires, aller voir les scientifiques, aller voir, même je me suis retrouvé dans des terrains où il y avait des guerres et tout. Et du coup, pour parler des choses, rien de tel que d'être sur place. D'ailleurs, on voit vos reporters sur place, il n'y a qu'eux qui voient. Et le journalisme m'a aussi appris pour être vraisemblable, il faut connaître réellement qui fait quoi, à quel endroit. Et donc, un peu, une sorte de rigueur dans l'information, oui. Et c'est ce que vous apportez dans vos livres aussi. Oui, mais on croit que la science-fiction, c'est juste un délire, une personne qui invente des extraterrestres et tout. Non, au contraire, la bonne anticipation se base sur le réel. Il faut vraiment connaître bien tous les trucs étonnants et fantastiques qui ne sont pas souvent présentés ni sur Internet ni à la télé. Alors, vous abordez souvent des termes très philosophiques, des thèmes de société, notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, à l'amour. Dans votre dernier livre, donc La valse des âmes, alors là, on aborde l'histoire des vies antérieures un peu. Donc, je vais essayer de résumer. C'est pas facile parce que 600 pages à résumer quand même en 3 secondes. Je vous écoute. C'est l'histoire d'Eugénie. Donc, Eugénie, c'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années qui, grâce à l'hypnose et à ses parents, voyage dans ses vies antérieures. Elle doit retrouver notamment son âme sœur. Il y a quand même une histoire, évidemment, d'amour. L'équilibre du monde en dépend. C'est un peu aussi comment le passé va expliquer le présent. Donc il y a les notions de vie antérieure, d'amour, de mort. C'était quoi l'objectif de ce livre? D'abord, une histoire. J'ai bien résumé. J'ai bien résumé ou pas? C'est super. Je me suis dit, mais comment faire mieux? Non, c'était d'abord l'idée d'une histoire d'amour qui a commencé il y a 120 000 ans, donc à l'époque préhistorique. Oui, la préhistoire, justement. Et ils se retrouvent vie après vie, et ils n'arrivent pas à faire le couple. Et donc ils se retrouvent maintenant, et est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'était la base. D'accord. Après, ce que je voulais montrer, c'est que à toutes les époques, en fait, il y a eu des conflits similaires. C'est juste qu'on les a oubliés. Et que si on connaît bien le passé, si on regarde bien l'histoire, y compris l'histoire la plus ancienne, c'est-à-dire de l'Antiquité, on découvre que tout ce qui nous arrive actuellement, c'est déjà passé. C'est juste que ça a été mal présenté, où les historiens ont déformé les choses. Et donc maintenant, les historiens actuels peuvent, par exemple avec cette technique de régression à la vie antérieure, qui est une forme de méditation, aller voir dans leur vie antérieure ce qui s'est passé. Enfin, mon héroïne, Eugénie Toledano, y arrive comme ça. Alors c'est un thème que vous abordez, que vous avez déjà abordé, parce que vous êtes monté sur scène, vous êtes parti en tournée, vous l'êtes encore d'ailleurs, oui. Avec donc ce spectacle qui s'appelle Voyage intérieur, qui est une expérience interactive où en effet vous invitez le public à retrouver leur vie antérieure. En fait, c'est de la méditation guidée. Vous en faites, vous, tous les jours au quotidien, oui. La méditation, c'est ça? Je trouve ça extraordinaire, c'est simple, on ferme les yeux, il y a un film qui arrive, et ce que je propose à la salle, donc, parce que c'est toute la salle, c'est pas quelqu'un qui monte sur scène, c'est de fermer les yeux, et je les guide, et ils se retrouvent à ouvrir une porte d'un couloir,
et à retrouver une de leur vie antérieure. Alors, ça marche pas sur tout le monde. Je dis en général, ça marche sur 70% des personnes, parce que les gens qui viennent voir le spectacle savent déjà qu'ils vont faire ça. C'est un peu comme de la plongée sous-marine, mais dans leur vie antérieure. Et ceux qui n'y arrivent pas, ils sont très étonnés de voir que tout autour, après, il y a des récits. C'est-à-dire, je questionne les gens. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, moi, au moment où je pose ces questions, je ne sais pas sur quelle personne je vais tomber. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont aller trop loin dans le délire. Mais des fois, il y a des récits très surprenants. Et des fois, ça, c'est pas arrivé souvent, les gens retrouvent un nom. Et on va vérifier si cette personne a réellement existé. Et ça, c'est assez troublant. Mais on n'est pas dans la croyance, on est dans l'expérimentation. Alors, c'est bien ça, en effet. Le mot croyance, c'est important pour vous. Parce que moi, je suis très cartésienne, je vais faire votre profil, mais j'adhère à fond à l'univers d'Harry Potter, par exemple. Vous voyez, je vous fais un petit peu mon profil. Mais c'est vrai que, bon, je vous disais, c'est difficile pour moi d'y croire. Je vous dis ça exprès parce que je sais que vous n'aimez pas ce mot croyance. Ah ouais. Vous dites croire veut dire qu'on a une certitude. Vous préférez le terme agnostique. Je ne sais pas, donc je me renseigne. C'est là où vous voulez aussi emmener ces gens, vos lecteurs, et vous dites d'ailleurs, un bon roman, il doit élever l'intelligence des lecteurs. C'est ça ? Exactement. Mais il y a du boulot. Hein. Ouais. Non, mais je ne sais pas, donc je me renseigne. C'est la base même de l'honnêteté intellectuelle. Le contraire, c'est je crois savoir et j'impose mon point de vue aux autres. Et c'est ça qui fait toutes ces guerres, tout ce qu'on a vu comme drame avant cette intervention. C'est des gens qui sont persuadés de détenir des vérités et qui tapent sur la tête d'autres gens qui croient détenir des vérités. Alors cette attitude d'ouverture et d'humilité qui est je vais aller voir, et je verrai bien ce qui se passe, y compris je vais aller voir peut-être en fermant les yeux s'il y a une vie antérieure qui apparaît, c'est juste de la curiosité. Et je crois que la plus grande qualité d'un être humain, c'est qu'il soit curieux. Et c'est ça qu'on doit donner à nos enfants. Étonnez-vous de tout, émerveillez-vous de tout, et arrêtez d'avoir des préjugés. Tant que vous n'avez pas testé, n'essayez pas de juger ce que vous ne comprenez pas. Et durant le spectacle, je leur dis, ça peut marcher sur tout le monde. Il y a des gens qui sont complètement fermés à ça parce qu'ils veulent tout contrôler. Mais pour ceux sur lesquels ça va marcher, vous allez bien vous amuser. Alors, petite question, parce que justement, vous parlez il y a quand même 2 livres, vous abattez une somme de travail qui est quand même monstrueuse. J'ai lu sur votre blog que vous aviez réécrit le livre 12 fois avant de le publier. Ça ressemble à quoi vos journées Vraiment, c'est votre 33e bouquin, je crois. Hein, c'est 34e. Ça, 34e à 63 ans seulement. Vous venez de les avoir, d'ailleurs, les 63 ans. Bon anniversaire un peu en retard, c'était il y a quelques jours. C'est vrai, ça. Quels sont... Non, il y a un secret que je peux donner à tous les gens qui veulent être écrivains, c'est la régularité. C'est-à-dire, à partir de 16 ans, je me suis fixé une discipline de 8h à 12h30, sauf ce matin. Oui, il est 9h45. J'écris 10 pages sans m'arrêter. Alors, si j'ai fait 12 versions, c'est parce que mes premières versions étaient très mauvaises. D'ailleurs, ça serait amusant de voir comment ça a évolué. Vous savez, c'est un peu la technique du mastermind. Vous testez une formule qui ne marche pas, vous demandez pourquoi ça ne marche pas, et puis vous essayez de faire mieux. C'est vous qui vous dites que ça ne marche pas ou c'est votre éditeur? C'est vous? Alors, des fois, je le donne à lire à des lecteurs, et ils me donnent un avis, et je sens à l'avis ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais je donne notamment à mon fils, qui est très très dur. Ah oui, la famille, généralement, c'est assez, ouais, c'est assez difficile. Ses problèmes d'Oedipe. Quand j'y arrive, papa, c'est vraiment très mauvais. Donc, quand je donne, j'ai une petite vue. En général, le principal problème, c'est que ça démarre pas assez vite. Donc je réécris. Et surtout, le grand secret, c'est qu'il ne faut pas relire les versions précédentes. C'est-à-dire, une fois que je passe d'une version à la suivante, j'avance sur le souvenir que j'ai de la précédente. Okay. Mais cette technique m'a l'air une technique très bonne. J'arrive pas à convaincre qui que ce soit de faire 12 livres pour en faire un. Mais ça marche vraiment bien. Vous savez, c'est comme si un réalisateur de cinéma, il peut faire un film, puis il regarde ce qui va pas, il renforce les zones fortes, et il retourne une autre fois le film. Bon, pour le cinéma, ça coûtera un peu cher, mais pour le roman, c'est très simple. Voilà. Vous n'avez pas écrit en entier les 12... Si. Ah, oh là là, si, d'accord. Nicolas Doménac, vous aviez une question. Puisque ça vous saoule pas trop de revenir aux fourmis, je voulais savoir, une question d'actualité, est-ce que l'organisation des fourmis vous semble supérieure à celle du gouvernement de Michel Barnier? Alors, je vais vous dire une chose, quand j'ai observé les fourmis, parce que je les avais mis dans un aquarium, j'ai observé, j'ai vu, il y a 3 groupes. Un premier groupe qui fout rien et qui se promène et qui dort. Un deuxième groupe qui fait des trucs inutiles qui gênent tout le monde, les incompétents. Et un troisième groupe qui répare les conneries faites par le deuxième groupe et qui compense le manque de travail du premier groupe. Et ce système, un tiers, fonctionne. Et j'ai l'impression que notre société française marche aussi avec un tiers qui fait rien, un tiers d'incompétents et un tiers qui répare tout le reste. Après, comment les politiciens se débrouillent pour nous présenter ça? Ils mettent des drapeaux ou des trucs, mais franchement,
on a compris, il y a à peu près 2 tiers de la population qui, d'une manière ou d'une autre, ne font pas avancer le système. C'est pas grave. Maintenant, à nous de vivre ça dans la meilleure harmonie, quoi. Oui, parce que la politique, forcément, ça vous inspire. D'ailleurs, dans votre dernier livre, elle est présentée, incarnée. Alors, il y a le parti néo-stalinien face au parti néo-nazi. On comprendra les références qu'il veut. Vous, en effet, qui observez donc, cette société, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette dernière séquence, depuis les législatives là, qu'on vient de vivre? Ça vous inspire? Ça vous dit quelque chose de notre société? Moi, je fais ça comme un feuilleton. Et surtout, je crois que la place de l'écrivain est surtout pas de prendre des positions politiques. Je suis toujours étonné quand je vois tous ces auteurs qui font des grandes déclarations comme s'ils étaient eux-mêmes politiciens. On doit faire un petit pas de côté. Il faut avoir l'humilité de dire nous sommes observateurs, nous ne sommes pas partie prenante. Et moi, quand je regarde ça, je vois juste ce qu'on nous présente à la télévision, c'est-à-dire la vitrine. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les coulisses ce qui se passe vraiment, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça qu'il m'arrive de discuter avec des politiciens de tous les bords, de leur parler de ce qu'ils font réellement, pas des discours. Je me rappelle, c'était en fondation, il y avait un ordinateur qui décryptait dans les discours ce qu'il fallait retenir de vraiment important, et il sortait d'un discours d'1 heure une phrase. Et chaque fois que j'écoute des informations, je me dis, attends, c'est quoi la phrase? Elle est où l'info? Peut-être la déformation de journaliste, c'est que je suis conscient qu'on nous en fume. Voilà. mais que tout le monde... Sauf sur LCI, je vous l'ai dit. Non, mais c'est pas les journalistes qui en fument, c'est les politiciens. Et les politiciens, je pense, arrivent à manipuler assez facilement les journalistes parce qu'ils sont plus intelligents. Je suis désolé de dire ça. Il y a une telle habitude de manipuler. Je crois que pour être politicien, il faut être vraiment stratège. Et... c'est notre prendre du recul, en tout cas. Ouais, prendre du recul. Toujours, c'est pas facile. Dans la curiosité. C'est ce que vous avez dit, la curiosité, se poser des questions et ne jamais croire, en fait, tout de suite. C'est un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, remettre en cause le mot croyance. Dans le livre, j'évoque quand même une chose. Je crois qu'il y a réellement une lutte de l'obscurantisme contre le livre, les bibliothèques et cette énergie de diffusion des connaissances. Et il faut être quand même conscient. Ça fait longtemps qu'il y a une pression, j'allais dire, l'obscurantisme contre les forces de la lumière. Je ne parle pas de partis politiques, ça se passe au niveau de simples individus. Et certains rayonnent et d'autres, je crois, sont dans des égos et la recherche de pouvoir. Et au-delà des partis, il faut regarder, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour leur pouvoir personnel ou est-ce qu'ils sont réellement avec une volonté de faire du bien? C'est aussi merci en tout cas Bernard Werber d'être venu nous voir. Voilà, La Valse des âmes, c'est votre dernier roman. On rappelle aussi l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et donc vous êtes toujours avec votre spectacle, date notamment à l'Olympia, ce sera le 23 octobre. Et vous êtes en tournée un petit peu partout, dans toute la France. Voilà, faut aller voir. C'est vraiment ma limite de recherche. C'est cette expérience à l'Olympia avec 2000 personnes que je vais essayer d'amener dans leur vie antérieure. Je me demande comment ça va se passer. Il me tarde de voir ça. Eh bien, vous reviendrez nous voir pour nous en parler.